ce lézard sont nos amis. Ces araignées, regarde la taille de cette araignée. Wow. Un bois, viens. C'est un serpent. Regarde, elle court sur l'eau, regarde, t'as vu? Tu kiffes? Ouais. Ah, je suis très excité d'être dans la jungle. Oh, moi aussi, mon ami. Et une caractéristique qu'ils ont tous, c'est cette espèce de fanongulaire qu'ils ont là. Un fanongulaire, c'est une membrane de peau. Franchement, je sais pas trop ce qu'elle a chopé. Non. Elle est partie. Non. Tu vois les guêtres là? Bah, c'est typiquement pour ce genre d'environnement que je les mets. Et tu vois ce S caractéristique? Oh, regarde, t'en as une autre là qui a chopé quelque chose. Ah ouais. Et on va voir ce qu'on trouve. Et en fonction de ce qu'on trouve, eh ben, je vous donne les explications si je sais quelque chose. Et si je sais pas, eh ben, on complète ou alors on ouvre des bouquins et on fait comme tout le monde, on s'instruit. Il est parti le... Non, il est là. Il est toujours là les petits Ouais, il est d'ailleurs. toujours là. Alors attends. Dis pas que tu la tiens pas la caméra. Très bien. Putain, j'avais même pas vu que j'avais pas de truc. T'as pas la sangle, hein? Mets-la la sangle. La caméra coûte plus cher que nous trois réunis. Ah, il est là. Je t'avais dit qu'il bougerait pas. C'est vraiment de voir le petit après l'autre. Oui, mais c'est pas parce qu'il est petit qu'il est moins intéressant. C'est dingue quand même. Tu vois, ce qui est fou, c'est qu'on vient de voir un boa. J'en reviens pas quand on vient de voir un boa. On vient de voir un boa et on pourrait en avoir rien à faire de ce petit serpent là. Parce que on pourrait penser que tu as cette espèce de hiérarchisation des animaux en fonction de l'impression qu'ils font. Tu vois, plus un animal est impressionnant, et plus tout ce qui passe après, c'est comme si tu avais déjà vécu le summum, comme si tu avais vécu le max. C'est vrai que j'ai vécu un truc super là avec le bois. On a vécu un truc super. Mais c'est pas pour autant que ce petit serpent là, il est pas intéressant. Ou alors que ce petit grillon qui est en train de se manger cette petite feuille, il est pas intéressant. Ou alors que cette araignée là, moi elle est magnifique cette ancylomètès. Comme ça. Regarde. C'est fabuleux ça. Les araignées de la famille des cténidés, c'est hyper venimeux. Ça mange des grenouilles. Et ça saute. Tu vois? J'adore les araignées, c'est un peu des baltringues quand même. J'adore. Tous les animaux ont la même valeur, c'est bien ça. On aime bien voir les rhinocéros, les éléphants, les tigres, les guépards, les léopards, tous les animaux les plus emblématiques, mais du coup, toutes ces petites espèces-là, elles passent à la trappe, alors que, eh ben, elles aussi, elles font partie de la nature. Elles aussi, elles font partie de l'environnement. Et elles méritent notre attention, comme les autres. Tous les animaux ont la même valeur, tous. Il n'y en a pas un qui est plus précieux qu'un autre sous prétexte qu'on les aime pas, qui sont pas les plus gros, qui sont pas les plus emblématiques, qui sont pas les plus colorés, qui sont pas les plus rares. Et c'est quelque chose de dommage puisqu'aujourd'hui on a cette tendance à hiérarchiser la qualité ou la valeur des animaux en fonction de ce qu'ils représentent pour nous. Je vous donne un exemple. Il y a un petit lézard sur l'île de la Réunion qui s'appelle le Feldhuma inexpectata, qui est en danger critique d'extinction parce qu'il vit sur 500 millions de kilomètres carrés de planète. Il vit qu'à un seul endroit qui fait 10 km de long, juste une petite bande. Et si je le compare à un panda, au tigre du Bengale, aux rhinocéros blancs et noirs, aux éléphants d'Afrique, ce petit lézard-là ne représente rien. Et c'est ça qui est dommage en fait aujourd'hui, c'est qu'on a cette tendance à ne pas aimer les animaux, mais les mammifères. Et tout le reste, finalement, tout le reste, on les oublie en fait. Et on a tendance à oublier que ceux qu'on aime le moins, par exemple les insectes, sont essentiels pour notre survie. C'est la vie, en fait. C'est la vie dans son ensemble. Si on ne fait pas les efforts nécessaires pour les préserver, on va tout droit dans le mur. C'est fou ce qui vient de se passer quand même. Comment il s'est retrouvé dans tes mains? Waouh! 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 Oh mais quelle coïncidence! Je l'ai pas du tout attrapé. Non en vrai, je vais être honnête avec vous, je l'ai pas du tout attrapé. Il a sauté en fait de la branche. Donc je suis passé à côté, Ambroise est passé à côté, il est tombé dans l'eau. Et donc il s'est jeté dans la flotte et en fait il est grimpé au premier support qu'il a trouvé, ma jambe. Ça m'est déjà arrivé au Vietnam où on a essayé d'attraper un lézard, pareil, un lézard arboricole. En fait, ils vont essayer de s'accrocher au support le plus proche. Mais ils auront quand même peur de vous. Sauf que c'est pas votre corps qu'ils vont éviter. Non, c'est une autre partie. C'est le visage. Les lézards sont capables de faire l'indistinction entre votre faciès et le reste du corps. Mais ils sont aussi capables de savoir ce qui représente un danger réel ou non. Dans la nature, les prédateurs utilisent leur bouche, leur croc, leur regard. Donc en fait, le danger pour un lézard, c'est cette partie-là. Donc il peut très bien vous monter sur le corps, mais il va toujours chercher à éviter votre visage. Je voudrais juste vous montrer quelque chose avant de le remettre sur la branche.
sachez juste un truc, c'est hyper galère de remettre un lézard sur sa branche parce que le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de se barrer. Donc c'est très méthodique, mais ça va le faire, je vais vous montrer. Et je voudrais quand même juste vous montrer quelque chose sur ce petit lézard là. En fait, quand tu les mets... Putain, il a encore le nombril, regarde, il est sorti de l'œuf il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines. Regarde, quand tu les mets sur le dos, et bien regarde. Tu vois? Tu vois? Une petite thanatose qui s'installe. C'est-à-dire que... Alors, sincèrement, je n'arrive pas à savoir. Il n'y a pas encore d'études à ma connaissance sur ce comportement-là. On ne sait toujours pas s'ils font exprès de faire le mort ou c'est juste un truc qui bug dans leur cerveau. Tu sais, comme les moutons en école vétérinaire. Ouais. En école vétérinaire, tu as une technique qui t'apprennent pour faire des prises de sang sur les moutons. En fait, tu les prends sur le côté comme ça et tu leur bascules la tête en arrière. En fait, tu as un truc qui se passe dans le cerveau et c'est plus irrigué de la même manière. Et en fait, c'est beaucoup d'animaux, non? c'est ça. Et je sais pas si ça fait la même chose. Alors j'ai une théorie là-dessus sur ce comportement qui est très très intéressant. Les lézards, ce sont des animaux qui sont adaptés à un mode de vie ventral. C'est-à-dire que leur ventre est constamment en contact avec un support. Vous avez jamais vu un lézard marcher sur le dos. Ils peuvent avoir la tête en bas, être suspendus, oui, mais pas être sur le dos. D'ailleurs, le dos de certains lézards va avoir une dorsale. Un iguane qui a une hypertélie, des écailles dorsales qui vont être disproportionnées, une crête, vous n'allez pas le mettre sur le dos. Il va pas avancer sur le dos. Pendant des millions d'années, leur métabolisme s'est adapté en fait sur ce fonctionnement, sur cette orientation par rapport à la gravité. Donc mettre un lézard sur le dos, pour lui, c'est techniquement quelque chose qui n'existe pas. Donc, il bug. Et c'est pour ça que vous pouvez voir des vidéos qui ont été virales sur les réseaux où on voit des lézards qui sont sur le dos, dans des transats, comme ça, en train de faire la sieste. Non, en fait, un lézard, vous le mettez sur le dos et au bout d'un moment, il bug tellement que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, ce que vous voyez sur ces vidéos-là, c'est pas magique, c'est logique. Je ne saurais pas vous dire si c'est un comportement de thanatose, c'est-à-dire qu'il fait exprès de faire le mort, comme on peut voir chez les couleuvres à collier ou chez plein d'autres animaux, ou alors juste un bug dans son cerveau, parce qu'il n'est pas censé être sur le dos en fait. Ok. Il y a peu de lézards qui sont sur le dos en fait. Voilà, c'est mignon. Très mignon. C'est très marrant. Mais c'est le piège. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on le remet sur une branche. Il faut une branche du même diamètre que lui. Les lézards se mettent généralement sur des branches qui sont du même diamètre. Donc, on va l'orienter face à la lumière pour qu'il y ait les flashs. Voilà, on va bien le mettre. Vous, vous en allez. Alors, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Moi, je vais lui cacher les yeux. J'éteins la lumière et je mets la lumière rouge. Et on s'en va. On s'en va. Faites bien le tour. Et il est toujours sur sa branche. Ouais. Ça marche bien, hein? Allez, on continue. Tu sais ce que j'aimerais bien voir, c'est les mygales dans le tronc de la dernière fois là. On a découvert des mygales. Regarde devant toi. Oh, Lèche-le. jamais de la vie. C'est un Rhinella marina déjà. Et il y a une règle, ne jamais lécher un Rhinella marina. Voilà, c'est la règle universelle. C'est une petite femelle. Alors il faut savoir que ces crapauds là, donc c'est des crapauds qui sont originaires d'Amérique centrale, Amérique du Sud. Bon, ils ont été importés en Australie, mais la taille max, je sais pas si vous le voyez celui-là, tu vois, on le voit bien là, la taille maximum des femelles qu'on peut avoir, c'est ça. Et la taille varie en fonction de la localité. Ici au Costa Rica, ils sont pas très gros, les plus gros que j'ai pu voir, c'était des grosses femelles comme ça. Donc les femelles sont marrons avec des beaux dégradés de couleur, et les mâles, eh ben, ils sont presque vert jaune, uniforme, avec plus de granules sur le dos. Et ça, t'en as partout. Ma première réaction quand j'ai vu ce crapaud, ça a été d'identifier comme Rhinella marina, donc le crapaud buffle. Sauf qu'en Amérique centrale, t'as une autre espèce de Rhinella qui s'appelle horribilis. Et en fait, les deux espèces se ressemblent tellement qu'il est pratiquement impossible de faire la différence. La seule différence notable qu'on peut faire quand on a deux individus côte à côte, eh ben c'est la taille, la forme de la mâchoire de Rhinella horribilis qui va être
un peu plus carré. Mais c'est tellement infime. Faire la différence comme ça entre deux espèces qui se ressemblent, ça demande certaines conditions particulières. Donc ce crapaud, finalement, je ne saurais jamais si c'était un marina ou un horribilis. Quand on a couché le verrou, et j'ai plongé vers le grand jour, j'ai vu des barrières et des gens autour, allez. On a déjà dit ça quand tu... Ah, scorpion. Ah non, c'est une mue. Tu vois avec ta lampe ou pas? Pas vraiment. Ah, c'était sûr, de toute façon, c'était obligé. Tellement peu puissant ces lampes-là. Regarde, là. Tu vois. Il vient de muer, il doit pas être loin. L'original. Il doit pas être là. Tu peux mettre un gros coup de my light pour voir s'il n'y a pas de... Elle est où? Quand vous sortez comme ça dans des endroits qui sont sauvages, la nuit, prenez le réflexe d'emmener avec vous une lumière de wood, une wood light. Pourquoi? Eh bien parce que les scorpions réfléchissent la lumière. Ils sont fluorescents et ça peut vous permettre de les voir de loin. Eux, comme leur carapace. Alors, si tu veux faire les choses bien, il faut que toi t'enlèves ta lampe torche, il faut que toi t'enlèves ta lampe torche. Hop. Tu vois là hein? Ouais. Ah. Voilà. Là on voit bien. Et donc mesdames et messieurs, vous avez la preuve que les mues, donc les exuvies des scorpions, sont fluorescentes même s'il n'y a pas le scorpion dedans. Donc la protéine fluorescente qui permet de réfléchir donc la lumière UV de la lampe de wood se trouve bien uniquement dans la carapace. Alors ce que j'ai dans la main, tout le monde pourrait penser que c'est une mue. On a tous entendu parler de la mue de serpent. Quand on était petit, c'est un des premiers mots qu'on apprenait concernant les reptiles. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'on avait tout faux. Ce que j'ai dans la main, c'est pas une mue, mais c'est une exuvie. La mue, c'est le processus de changement. Et c'est ça qui est génial. Donc ce que j'ai dans la main, c'est une exuvie d'un scorpion qui a mué. C'est fabuleux. Alors, évidemment, j'ai fait plein de vidéos sur les scorpions que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas déjà vus. Allez, je les remets. Regarde. Waouh! Comment c'est joli avec la main. Énorme. Non mais c'est trop beau. C'est bon, Yvan il en a vu 150 de toute façon. C'est rien ça. C'est ton quotidien ça. Ouais, ils s'en bat les couilles. C'est un mec qui s'en bat les couilles. Ils vont, je sais pas si tu étais au courant. Je les ai, ils vont. Serpent. Oh. Comment? Bah, c'est encore un Leptodeira septentrionalis. Parce qu'il y en a toujours des Leptodeira septentrionalis. Je sais pas si. Non, je pense pas que ce soit un Leptodeira septentrionalis. Même s'il ressemble, il est beaucoup trop. Comment expliquer ça? Beaucoup trop massif, tu vois. En vrai, il doit y avoir un livre d'identification dans la poche arrière là. Livre d'identification de serpent dans la poche arrière du sac de hareng. Non, du sac de hareng. De mon sac. Ah oui donc sur moi. Non, le mien. Non, C'est sur moi. hareng, c'est ni moi ni toi. C'est hareng. Quand vous voyagez, de manière générale, si vous n'êtes pas un naturaliste, et surtout si vous n'êtes pas un naturaliste, eh ben prenez des guides d'identification avec vous. Ça vous évitera de mauvaises surprises. Ça peut vous permettre d'identifier ce que vous avez sous les yeux. Et si vous êtes déjà un naturaliste, eh ben félicitations. Il peut pas mordre. Si, tous les serpents peuvent mordre. Ouais. Sauf les typhlops. Ouais. Non, c'est pas un Leptodeira septentrionalis. Je pense que ça ressemble un peu plus à... Alors c'est un Leptodeira, c'est sûr. Ah, tu peux m'éclairer s'il te plaît, faut que je compte les cailles bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. C'est Rombifera. C'est ça, c'est celui-là. Rombifera. Alors j'ai profité qu'il y ait Ambroise avec nous, qui avait jamais vu de serpent de sa vie, pour lui en parler un petit peu. Et il m'a posé une question justement sur comment se reproduisaient les serpents. Donc j'en ai profité qu'il soit là pour lui montrer ce que c'était que des hémipénis de serpents. Chez les lézards et chez les serpents, il y a ce qu'on appelle deux hémipénis. Ils sont pas l'un au-dessus de l'autre, ils sont l'un à côté
de l'autre, en forme de petit V, comme ça. Pourquoi? Parce que les lézards et les serpents sont filiformes, ils sont longilignes, donc ils ne se reproduisent pas l'un au-dessus de l'autre, ils se reproduisent côte à côte. Donc l'hémipénis gauche sert à la reproduction à gauche, et l'hémipénis droit sert à la reproduction à droite. Pour sortir les hémipénis, parce que ça se fait pas sur demande, il faut pratiquer ce qu'on appelle une éversion. C'est quelque chose qui est méthodique et rigoureux, qui demande de l'entraînement, mais aussi beaucoup d'expérience. Pourquoi? Eh bien parce que si vous le faites mal, eh ben vous pouvez risquer de blesser mortellement l'animal. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, regarde. Tu filmes ici, Ambroise? Ouais. Zoom à fond. C'est bon? Ouais. C'est pas cramé? Non. Hop. Tu vois? Ça, c'est un hémipénis. Tu le vois? Voilà. Donc, tu vois, Ambroise, ça, c'est un hémipénis de serpent. Donc de Leptodea. Voilà. Et t'en as deux, t'en as un de l'autre côté. Regarde, hop, le deuxième, il sort. Attends. Voilà, les deux. Là, t'as les deux, là. Tu vois? Voilà. Voilà. Super. Bon, ouais, bah, crevez-moi, allez. Bon, j'espère que ça vous a plu. La première petite vidéo d'exploration. C'est une première pour nous. Et ben, Une première pour eux aussi. c'est quand même... Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est beaucoup trop stylé ce truc avec le bois, c'était génial. C'était trop cool. J'aimerais bien que ça se passe comme ça tous les soirs, mais sachez que ça va pas se passer comme ça tous les soirs. Enfin, je veux dire, ce sera pas tous les soirs qu'on va sortir, on va sortir aussi la journée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est un autre rythme, plus détendu, plus soutenu. C'est pour ça que ça s'appelle pas des runs en fait. Ouais. Donc, Pas des rennes. si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'ai pas perdu les codes. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Je suis pas du tout convaincant, je suis désolé. En même temps, je suis sur notre planète, sur Pandora. J'arriverai jamais à conclure cette vidéo. C'est quoi? Je vous dis à très bientôt. Coupe et on s'arrête là. Et comme ça, on reprendra mieux la prochaine fois.